donc dit le SSU, certainement connu quand même à peu près de tout le monde ici, j'espère. Donc c'est le service de santé universitaire qui propose des consultations de prévention et aussi des consultations à titre curatif. Un service qui est quand même composé de médecins, de psychologues, d'infirmiers, une conseillère conjugale et familiale. Je vais en oublier en cours de route certainement. Nous avons également des gynécos, nous avons une orthophoniste, nous avons des psychiatres, nous avons une diététicienne, une praticienne shiatsu, un dentiste de prévention et nous, quand même, il faut le dire. Le service handicap, donc je continue en quelques chiffres. Bon, sur 2020-2021, il y a eu un accompagnement de 707 étudiants en situation de handicap. Sur 2021-2022, le chiffre est plus gros que ça, puisque ça c'était il y a encore 1 mois et demi, 2 mois. Et là, nous sommes à 918 étudiants en situation de handicap qui ont bénéficié d'un accompagnement, donc d'aménagement d'examen notamment, et ou d'aménagement pédagogique. On reviendra un petit peu après en détail. Donc 918 étudiants pour l'année 2021-2022 à l'Université de Tours. Donc ça augmente tous les ans, et ça augmente beaucoup tous les ans. Alors du coup, au niveau des troubles qui sont rencontrés à l'université et qui sont peut-être les moins connus, bizarrement, les troubles psychiques. Donc il y a 24% des étudiants qui sont vus par la médecine préventive et qui peuvent aussi être vus par Morgane et moi, qui sont suivis. 19% qui peuvent avoir donc des troubles du langage et de la parole. Et après, c'est 17% d'autres troubles, 12% plusieurs troubles. Alors tout ça, c'est des chiffres qui nous sont demandés par le ministère. Donc c'est leur catégorisation. On les réutilise. 11% de troubles moteurs, 10% de troubles viscéraux, 3% de troubles des fonctions visuelles, 2% des troubles du spectre autistique et 2% des troubles des fonctions auditives. Donc, voilà, c'est vrai que ma collègue, ce qu'elle me dit, je ne sais pas si vous avez tous entendu, mais c'est que du coup, au niveau des pourcentages, on est quand même sur des handicaps qui sont invisibles. Troubles psy, troubles du langage, c'est des choses qu'on ne voit pas, alors que quand on entend handicap, en général, on a toujours tous tendance à avoir un peu des stéréotypes qui sont la canne, le fauteuil roulant, les aveugles, les sourds, voilà. Alors là, du coup, on va vous montrer une petite vidéo parce que donc on a choisi aujourd'hui d'axer un petit peu cette présentation sur les étudiants dyslexiques. D'une part parce qu'ils sont très représentés, et puis parce que donc du coup, on met beaucoup de choses en place aussi pour ces étudiants. Et ça nous paraissait plutôt pertinent pour aujourd'hui de vous présenter un petit peu le parcours type d'un étudiant dyslexique. Donc petite vidéo à l'appui. Donc, c'est une vidéo qui a été réalisée par Sciences Po Paris. Il y a une dizaine de vidéos qui ont été réalisées par Sciences Po. On les retrouve sur leur chaîne YouTube. Et elle montre les différents types de handicaps qui peuvent être rencontrés à l'université. Et surtout, en fait, c'est le point de vue de l'enseignant qui accueille un étudiant avec un handicap dans son amphi. C'est comment enseigner en fait avec la bonne attitude. J'espère qu'on va avoir le son. Déjà au début, normalement, il n'y en a pas, oui. C'est normal. La dyslexie est un trouble d'origine neurologique qui n'affecte pas l'intelligence. Elle se manifeste dans la lecture et la compréhension de l'écrit. Le trait commun à tous est un effort de concentration conséquent à produire et une importante capacité de travail.
et c'est plus possible. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. Non, je vous en prie. En fait, c'est un petit peu délicat à dire, mais je suis dyslexique. Et j'arrive vraiment pas à travailler avec le genre de documents que vous nous fournissez en cours. Ah bon? Mais c'est écrit tout petit? Pas seulement, c'est aussi une question de clarté, d'interligne et de chapitrage. Ouais, je comprends. C'est un guide. Vous voyez, là, c'est le chapitre sur le traitement de texte des pages. D'accord. Mais vous me le laissez? Oui, bien sûr. Bah, je vais regarder ça alors. Bah, je vous remercie beaucoup. Ah, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bien, merci pour votre attention. Je vous fais passer le document à lire pour la prochaine séance, d'accord? Je crois pas, c'est lisible. Vous avez changé de photocopieuse, monsieur? Utiliser la police Arial 12 ou 14. Choisir des interlignes de 1,5 ou double. Augmenter éventuellement l'espacement par défaut entre les caractères. Ne pas surcharger les paragraphes en allant par exemple à la ligne après chaque développement d'idées. Structurer le texte avec une nomenclature de plans détaillée et repérable. Isoler sur une page un tableau, un graphique ou une carte en prenant soin de bien faire apparaître les indications de lecture, légendes, etc. Numéroter les pages en indiquant leur nombre total pour faciliter le repérage dans le document. Passer en gras tous les titres, les points saillants ou points distinctifs. Bon, bah, je pense que cette vidéo illustre bien l'importance d'avoir des supports adaptés. Et puis, je pense qu'elle vient aussi bien compléter ce qui a déjà été dit précédemment aujourd'hui par tous les intervenants. Et voilà, on se rend bien compte des difficultés que peuvent rencontrer ces étudiants au sein de leur cursus universitaire. Donc, quand un étudiant a besoin d'aménagement à l'université, dans un premier temps, il va venir donc au SSU rencontrer un médecin de prévention. Donc, ce médecin va faire des aménagements d'examen. Alors là, on préconise pour les étudiants qui vont être dyslexiques d'avoir un bilan orthophonique du coup à jour, donc daté de moins de 18 mois. Les aménagements d'examen qui peuvent être proposés pour ces étudiants, c'est le temps majoré, ça va être la composition sur ordinateur avec un logiciel de correction orthographique si besoin, la non-pénalisation de l'orthographe, et après voilà d'autres mesures qui vont s'adapter à l'étudiant. Voilà, le médecin va vraiment échanger avec lui et sur les besoins qu'il va avoir pour les examens. Alors, je vais pas comme prévu vous dire un petit peu tout ce qu'on fait pendant le rendez-vous de Mission Handicap parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc on évalue avec l'étudiant un petit peu ses besoins, mais en termes pédagogiques avec Morgane. On va lui parler des différents interlocuteurs qu'il y a à l'université, échanger sur ses difficultés, lui présenter un fichier ressources qu'on a créé. Lui représenter le service de santé parce qu'il y aura peut-être des interlocuteurs dont il aura besoin, notamment les assistantes sociales. Je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure. J'ai un doute. Je ne sais plus. Voilà. Et puis donc ensuite, une fois que les aménagements ont été faits, ils vont être validés et mis en place. Donc notamment pour un étudiant dyslexique, ce qu'on fait le plus, c'est mettre en place de la prise de notes parce qu'ils n'arrivent pas du coup à la fois à suivre le cours et à prendre les notes en même temps. On peut aussi également prêter un ordinateur avec un logiciel, donc souvent Antidote. Pour les personnes qui ont des grosses dyslexies aussi, ça peut être avec Dragon pour qu'ils puissent rédiger en fait, rédiger chez eux en fait directement sans avoir besoin de taper. Voilà un petit peu tout ce qu'on met en place avec l'étudiant.
Ensuite, au niveau projet, tu veux en parler ou j'en parle? J'avais ici une partie. Alors, afin de faciliter, parce que donc la prise de notes c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que donc les étudiants aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que les preneurs de notes, ils transfèrent par mail leurs cours à l'étudiant et avec une supervision de notre part. Donc, des fois ils créent des drives, des fois ils envoient directement les cours. Seulement, c'est pas optimum comme solution et on a réfléchi un petit peu avec Morgane et puis on s'est dit tiens, est-ce qu'il serait pas intéressant de faciliter le dépôt des cours pour les étudiants et la récupération par les étudiants en situation de handicap. Du coup, on a demandé conseil un petit peu donc à la DPNM, à Lionel Fender, s'il pouvait un peu nous guider et nous aider. Et on est en train de travailler sur un Célène handicap. Donc pour faciliter un petit peu tout ça. Voilà. Tu veux compléter? Non. Bon. Voilà. Oui, dépôt sécurisé. Voilà. Et donc les enseignants pourront, parce que c'est pas encore actif, mais pourront avoir une vue de ce qui est déposé par les étudiants et pourront commenter éventuellement au besoin. Merci beaucoup. Ah non, il y en a encore. Merci. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame a une question ici. C'est moi qui ai tous les micros. Et juste en attendant que le micro passe, est-ce que vous pouvez lever le bras, ceux qui connaissaient le SSU? Okay. Wow. Et ceux qui connaissaient la mission handicap? Ouais, c'est les mêmes. Bon, c'est bon, vous êtes des bons élèves. Du coup, une question. Je vous redis bonjour. Moi, j'ai 2 questions. Le correcteur d'orthographe, c'est une grosse zone de tension chez moi. Enfin, je veux dire, j'ai les lettres qui refusent, j'ai les droits qui refusent, j'ai Sciences Po qui refusent. Comment vous négociez? Il refuse un logiciel, il refuse Antidote. Alors nous, en fait, il y a des fois déjà au niveau des examens, les médecins, ils notifiaient à l'époque la non-pénalisation de l'orthographe. Ouais, ça ne passe pas. Ouais, non, mais bienveillance sur l'orthographe, mais ça passe pas. Et donc l'idée, c'est de leur dire, oui, mais si on veut que l'étudiant après soit autonome, en effet, avec un logiciel, il va être autonome sur ses examens, et après dans le monde professionnel, il pourra justement, avec notamment une RQTH, notifier à son employeur, voilà, j'ai des difficultés à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez mettre à disposition le logiciel nécessaire? Et après, il n'y a plus de. Et ça passe. En tout cas, on n'a pas de souci particulier vis-à-vis de ça. D'accord. Et alors, c'est nous qui fournissons les ordinateurs. C'est la mission handicap qui fournit les ordinateurs avec Antidote. C'est ça. On fait la même chose. Ok. Et ma deuxième question, c'est le SAEH et le SSU, vous êtes sous la même unité du coup? Oui, en fait, on est rattaché au SSU. On est partie intégrante du SSU, ce qui est une très grande richesse. Ouais. Parce que une force, oui. Bon, on va pas faire tous les termes. Mais ce qui est facilitant dans les échanges et au niveau des dossiers, et puis sur la mise en place aussi des mesures qu'on propose. Donc c'est sûr que oui, c'est très très bien et c'est pas le cas partout en France. On essaye là, on est en train de travailler pour le mettre en place, non? Du coup, on se tire pas dans les pattes, on travaille ensemble. Ah non, main dans la main. Ça, nous non plus, on est un binôme. Nos étudiants sont persuadés qu'on est dans les mêmes locaux, mais pas du tout. Mais on s'entend très très bien et notre idée c'est de. Ouais, c'est bien, ça nous donne des exemples à donner à notre présidence. Merci beaucoup. Merci. Encore une question devant. Voilà. C'est peut-être question et commentaire par rapport à la première partie de l'intervention d'avant, parce que je pense qu'on est sur quelque chose qui est hyper important et qu'on n'a peut-être pas abordé totalement. La question de la compensation, elle ne peut pas se traiter indépendamment d'une réflexion pédagogique très lourde sur, en particulier, c'est quoi les compétences qu'on attend qu'atteignent nos étudiants. Parce que la question qui est posée derrière, faut poser la question, pourquoi est-ce que à la faculté des lettres, puisque c'est ce que vous avez dit, ils refusent? Parce que la compétence d'orthographe. Alors, et bien pourquoi? Et en fait, quand on va là-dessus, très rapidement avec les collègues, à un moment donné, on sort de l'université. On arrive toujours à l'emploi. Pourquoi? Parce qu'on va donner un diplôme, et en gros, pour faire simple, le diplôme c'est quoi? C'est une forme de simplificateur du fait que quelqu'un a un certain nombre de compétences dont on imagine ce que c'est. Quelqu'un qui va avoir une licence de lettres modernes,
voilà, est censé avoir un certain nombre de compétences. Sauf que le recrutement, en fait, dans une entreprise, il est beaucoup plus complexe que ça. Et en particulier le recrutement dans le cadre du handicap, puisque par définition, il y a y compris des postes, on a des postes BOE, donc ils vont prendre en compte le fait qu'il y a du handicap. Et moi je crois qu'il faut absolument qu'on intègre aussi la question du dialogue avec les équipes pour arriver à voir en permanence qu'est-ce que c'est que les compétences attendues réellement et aller les pointer. Est-ce que la compétence sur l'orthographe, c'est la compétence orthographe tout seul ou tout seul avec une machine? Vous l'avez très bien dit, et je pense qu'il faut réinsister là-dessus. C'est quoi la situation professionnelle? Qu'est-ce qu'attend un employeur? Moi, je parle avec beaucoup d'employeurs. Honnêtement, ils en ont rien à faire de savoir si la personne, elle est bonne avec un crayon pour écrire à la main sans faute d'orthographe. Parce que c'est pas ça, sa situation, en réalité, dans le cadre de l'emploi. Enfin, sauf peut-être pour certains. Après, si on est en train de parler d'un enseignant en grande section ou en CP, c'est peut-être une autre affaire. OK. Sauf que, en licence de lettres modernes, on ne forme pas que des enseignants de maternelle et de CP. Et quand on est, après, dans le dialogue avec les employeurs, je l'ai fait pas plus tard qu'hier, avec un dirigeant d'une entreprise, il dit, mais moi, j'en ai rien à faire. Si je suis au clair sur les compétences qu'a la personne, sur ce qu'elle n'a pas, ça marche. Vous avez des employeurs qui, aujourd'hui, incitent leurs salariés, y compris, à mettre un logo dans leur signature, « Je suis dyslexique ». Et effectivement, après, on est dans la transparence. Voilà, il y a une personne qui a fait des fautes d'orthographe. OK. Voilà, elle a certaines raisons pour ça, et c'est pas si grave que ça, et on s'en sort la plupart du temps. Donc, je pense qu'il faut aller interroger ces questions-là, et du coup, ça pose un élément qui est essentiel. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on soit en permanence attentif sur le fait que, et ça a été dit, je crois, dès ce matin, on est bien dans une accessibilité globale de l'université. L'accessibilité globale, c'est pas juste des supports, c'est pas juste l'enseignant dans sa classe, c'est la manière dont l'université, globalement, va concevoir les compétences qu'elle va attendre de ses étudiants, et ça pose le sujet de comment est-ce que les gens sont dans une société. Et si elle est inclusive, eh bien alors, ça va en chaîne intégrer des... Bon, pardon, c'était pas une question, mais j'avais... Non, c'est une remarque. J'avais envie de réagir là-dessus. Oui, moi elle est très simple. Est-ce que vous auriez des pistes par rapport aux étudiants? J'ai encore eu le cas hier. On découvre plein d'étudiants le jour des soutenances d'examen qui sont 10 et c'est la catastrophe. Et on en a eu un certain nombre hier. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils ont honte. Voilà, ils viennent pas vous voir. Et j'ai beau réfléchir au problème, on ne sait pas comment les accompagner pour qu'ils viennent justement vous voir. Voilà. Eh ben, le problème, c'est qu'on ne va pas les chercher. C'est un problème qui revient très souvent. Vous n'êtes pas la seule. Effectivement, c'est à l'étudiant de faire cette démarche. Et là, dans l'enquête du ministère qu'on a envoyée là il y a peu, il y a quand même 40 étudiants. Donc là, 918, je vous ai dit 918 tout à l'heure. Il y en a 50 à rajouter parce qu'en fait, il y a des étudiants qu'on a identifiés qui ont une situation de handicap mais qui ne sont jamais venus au SSU. Pourquoi ? Pour une raison que vous évoquez, hein, ils osent pas. Ils osent pas demander des aménagements. Certains pensent aussi qu'ils vont pouvoir y arriver sans aménagement parce qu'ils en ont eu jusqu'au bac et qu'en fait ils arrivent à l'université et ils en peuvent plus. Ils se disent non mais maintenant c'est bon, je vais me débrouiller et en fait ils n'y arrivent pas. Donc après, ils se disent non mais c'est parce que c'est trop dur, mais le niveau est trop dur, mais ils se disent pas que c'est à cause des difficultés en fait liées par exemple à une dyslexie. Et puis il y a des solutions pour ça. Mais effectivement, les enseignants, à part de dire il faut que vous y allez, vous allez pouvoir avoir un accompagnement, une aide. Des fois c'est pas grand chose. Nous, il y a des étudiants qu'on voit en rendez-vous. On leur dit en fait là il y a peut-être un prêt de matériel à envisager et puis on leur parle aussi d'un fichier ressources dans lequel on compile plein d'infos de logiciels qui sont en ligne disponibles et des fois juste ça suffit à les aider et des fois en fait et souvent ils n'ont pas connaissance des outils qui existent autour d'eux. Ça on l'a remarqué, hein, ils ont une méconnaissance de ce qui existe et du coup ils essayent de compenser avec ce qu'ils ont, donc à savoir rien. Mais je vous rejoins, le problème, c'est à part leur dire de venir. Et leur dire qu'on est super sympa. Oui, voilà, on est sympa, on mord pas, quoi. Même le SSU est quand même bienveillant et va prendre aussi en compte chaque situation. On fait pas du copier-coller pour chaque étudiant.
même les médecins, ça va être vraiment, on va écouter la situation de la personne, ils vont proposer des choses, et si ça ne convient pas, on peut aussi revenir dans l'année et revoir si ça ne suffit pas. On est vraiment sur ça assez souple et... Tu veux rajouter ? Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait des aménagements, les enseignants n'ont pas forcément, ne connaissent pas du coup le type de handicap. Il y a juste l'aménagement avec les notifications qui sont demandées. Donc leur dire, il y a un secret professionnel, vous inquiétez pas. Voilà, tous vos camarades seront pas au courant. Il y a une discrétion par rapport à ça si vous voulez pas que ça se sache. Voilà. Après, vous pouvez aussi leur dire, si tu veux, tu vas avec un copain, il restera, il attendra la salle d'attente, mais voilà, au moins la démarche. Et puis le copain, il va découvrir le SSU, et puis voilà, essayer de faire des choses peut-être à plusieurs, parce que là, nous, on est localisé au Plat d'Étain, au SSU. Du coup, il y a plein d'intervenants différents, plein de professionnels, donc on n'y va pas pour rien. De toute façon, dans tous les cas, on découvre un lieu, on découvre des professionnels, et c'est déjà ça. Merci. Merci beaucoup. On les remercie, s'il vous plaît. C'est dur. Et maintenant, j'appelle...